Mon père a surgi sans s'annoncer, 3 coups secs contre la porte, sans sommation, juste un bruit de tonnerre et d'autorité pure. Il n'a pas dit bonjour, il a simplement posé un dossier sur mon plan de travail en marbre et a lâché 850 000 € avant demain midi. Pas d'excuses. Pas d'explication, juste un ordre, et quand j'ai ouvert ce dossier, j'ai vu ma propre signature contrefaite avec une encre parfaite. J'ai souri, de ce sourire qu'on arbore juste avant de couper le fil d'une bombe, parce que cette nuit-là, j'ai cessé d'être la solution de la famille pour devenir leurs conséquences. Ce qui s'est passé ensuite m'empêche encore parfois de dormir, mais avant de tout vous raconter, cliquez sur j'aime et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà été celui ou celle qui a enfin osé dire stop? On aime dire que la famille c'est sacré, mais chez moi, la famille était une monnaie d'échange J'en étais la banque. Je m'appelle Léa et j'ai grandi dans une banlieue huppée des Yvelines où les apparences comptaient bien plus que la vérité. Mon père, Victor Girard, avait bâti son empire sur le contrôle, chaque dîner ressemblait à un conseil d'administration et chaque service rendu était assorti d'intérêt. Ma petite sœur, Mélanie, avait appris très tôt à jouer son jeu, tout en regard larmoyant et lèvres tremblantes, calculant parfaitement son effet. Dès qu'elle pleurait, il arrêtait le monde entier pour la consoler, tandis que chaque fois que je réussissais, il m'avertissait de ne pas être arrogante. Notre mère essayait de tempérer son caractère, mais après son décès, l'atmosphère de la maison a basculé, le silence est devenu la règle, l'obéissance est devenue la seule forme d'amour acceptée. J'avais 20 ans à l'époque, je payais déjà mes études à Sciences Po grâce à des bourses de mérite pendant que Mélanie recevait une voiture neuve pour rester motivée. Papa disait que j'étais la plus forte. Mais ce qu'il voulait dire en réalité, c'était que je pouvais encaisser le fait d'être exploité. 10 ans plus tard, j'avais mon propre cabinet de conseil à la Défense, un bureau avec vue sur la Tour Eiffel et une réputation bâtie sur des journées de 16 heures sans aucun raccourci. Le succès ne me rendait pas fier, il me rendait simplement utile à nouveau. Mon père se vantait auprès d'eux. Quiconque voulait l'entendre que sa fille gérait les portefeuilles de grands patrons, mais quand nous nous parlions, ce n'était jamais pour me demander si je me sentais seul, c'était toujours « peux-tu régler ça pour moi ?» Je me disais que c'était normal, que c'était la famille, et que la famille passe toujours en premier, n'est-ce pas? Puis est venue la nuit où tout a volé en éclat, un début d'hiver parisien, une de ces nuits où le vent glacial s'engouffre sous votre manteau. Je terminais un rapport quand 3 coups ont frappé ma porte, lourd et délibéré comme un verdict. J'ai ouvert et il était là, Victor Girard, les cheveux gris gominés, costume impeccable, tenant un dossier si épais qu'il se courbait sous son poids. Il n'a pas demandé la permission d'entrer, il m'a dépassé d'un pas assuré, laissant derrière lui une odeur de parfum coûteux qui flottait comme de la fumée. Le mari de Mélanie a fait des erreurs, a-t-il dit en faisant les 100 pas dans ma cuisine, il doit 850 000 €, tu vas t'en occuper. J'ai cru avoir mal entendu et j'ai demandé pardon, mais il n'a pas répété, il a juste ouvert le dossier rempli de colonnes de chiffres, de documents de prêt, de reçus, et tout. En bas, mon nom, ma signature. Sauf que ce n'était pas la mienne. Pendant un instant, la pièce a semblé tanguer, j'ai fixé cette encre noire et j'ai réalisé qu'il l'avait imité, mon propre père avait utilisé mon nom, mon crédit et ma réputation pour garantir les dettes de Mélanie. Il a continué de parler, d'expliquer et de justifier jusqu'à ce que ces mots ne soient plus qu'un bruit de fond, et je me souviens davantage de son ton que de ses phrases, cette vieille autorité qui n'avait pas besoin de mon consentement. La famille ne tourne pas le dos quand les temps sont durs, a-t-il conclu, et j'ai souri, un petit sourire discret qui l'a fait reculer sans qu'il sache pourquoi, parce que, pour la première fois, je n'avais plus peur de les perdre. Cette nuit-là, alors que Paris bourdonnait sous ma fenêtre, je me suis servi un verre, j'ai fixé le dossier et j'ai murmuré, d'accord, papa,
tu veux le contrôle? Voyons ce qui se passe quand je le reprends. Le lendemain matin, mon téléphone s'est éclairé. Avant l'aube, Mélanie, puis papa, puis les deux en même temps, mais je n'ai pas répondu, regardant simplement les noms clignoter puis s'effacer. Quand j'ai enfin rappelé, la voix de Mélanie tremblait comme une chanson répétée trop souvent. S'il te plaît, Léa, ne sois pas fâchée, Damien a juste fait un mauvais investissement, on te remboursera, on te remboursera. C'étaient les mêmes mots qu'elle avait prononcés quand j'avais payé ses frais de scolarité ou quand elle avait vidé leur compte joint par accident. Mélanie, ai-je dit calmement, papa a imité ma signature. Elle a gardé le silence un instant. Puis a chuchoté, il l'a fait pour nous, tu sais comment il est. Cette phrase m'a collé à la peau comme de l'huile, tu sais comment il est, comme si la manipulation était un trait de caractère et non un choix. L'après-midi. Papa a surgi à mon bureau, la réceptionniste avait l'air terrifiée alors qu'il entrait d'un pas martial, manteau déboutonné, cravate desserrée, faisant comme s'il possédait les lieux. 850 000 avant midi, a-t-il répété comme si nous étions en réunion, ces gens ne sont pas patients. J'ai regardé mon équipe qui faisait semblant de ne pas écouter, mon visage brûlait de honte. Tu n'as pas le droit de me menacer ici, ai-je dit, mais il a ricané, tu as l'argent, Léa, ne m'oblige pas à te rappeler qui t'a élevé. C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé, l'humiliation, le contrôle, le conditionnement de toute une vie, tout cela s'est condensé en une inspiration profonde et stable. Je n'étais pas encore en colère, la colère vient plus tard, j'étais simplement lucide. Après son départ, je suis resté seul dans mon bureau alors que la ville se drapait de brouillard, repensant à chaque fois où je les avais sauvés, à chaque chèque signé, à chaque merci qui signifiait en fait, tu nous en dois encore plus. Soudain, la culpabilité que je portais depuis des années s'est brisée pour laisser place à quelque chose de plus froid, la clarté. Cette nuit-là, j'ai conduit jusqu'à l'ancienne maison de ma mère en Normandie, celle que papa gardait fermée mais ne vendait jamais, et la clé fonctionnait toujours. La poussière flottait dans le faisceau de ma lampe. Alors que je traversais les pièces qui sentaient autrefois la cannelle et les déjeuners du dimanche. Sur son bureau trônait une petite boîte en bois. Contenant ses journaux intimes, son écriture était nette et assurée, la gentillesse sans limite devient de la servitude. J'ai refermé le couvercle. J'ai souri, car au moment où je suis ressorti dans le froid, le plan était déjà formé, précis, délibéré, inévitable. Les 48 heures suivantes ont défilé comme une tempête que moi seul pouvais entendre, j'étais calme en apparence, répondant aux courriels, buvant mon café, assistant aux réunions. Mais intérieurement, chaque mot que mon père avait utilisé comme une arme résonnait clairement, la famille d'abord, ne nous affiche pas, tu es la plus forte. Tout cela ne ressemblait plus qu'à un seul ordre, obéi. Pas. Cette fois. Le soir même, j'ai appelé Maître Claire Nguyen, mon avocate est là. Seule personne qui savait ce que mon silence signifiait réellement. Je veux tout verrouiller, lui ai-je dit, et elle n'a pas demandé pourquoi, elle a juste demandé si cela devait être discret ou public. Discret, pour l'instant. Ai-je répondu. En moins d'une heure, le pare-feu était en place, chaque compte fiduciaire et chaque propriété que papa avait liée à mon nom ont été gelés, et j'ai révoqué ses droits de signature de la fondation familiale qu'il avait rattaché à mon numéro fiscal par commodité. Ce mot avait désormais un goût amer. Pendant que les documents étaient traités, j'ai commencé à constituer mon propre dossier, scannant les reçus de frais de scolarité, les coûts de mariage, les traites de prêts immobiliers, les virements libellés, aides temporaires. Chaque document étant la preuve que je finançais leur confort. Depuis des années. Je n'avais pas réalisé avant cet instant à quel point la pile serait épaisse. Claire m'a rappelé vers minuit pour me demander si j'étais sûr, car une fois lancé, il n'y aurait pas de retour en arrière. Je suis déjà parti, ai-je répondu.
Le lendemain matin, j'ai rempli un simple carton. Avec les copies de chaque virement, acte de propriété et reconnaissance de dette, et par-dessus, j'ai posé un message imprimé, tu m'as appris le contrôle, papa. Mais le contrôle sans honnêteté n'est que de la manipulation. Ce n'est pas une vengeance, c'est une reddition de compte. Quand j'ai scellé la boîte, le bruit du ruban adhésif a résonné comme un point final. À l'aube, j'ai laissé le carton sur la table du vestibule, juste sous son portrait où il serrait la main d'un ministre avec ce même sourire qu'il utilisait pour coincer les gens. Je suis resté là une minute entière à fixer la photo, me rappelant ça. Fierté quand Mélanie avait épousé Damien, comment il l'avait appelée, ma petite protégée, et moi, mon assurance. Au moment où le soleil touchait l'horizon parisien, mes valises étaient prêtes, mon passeport, mon ordinateur et une photo de maman et moi au bord de la mer dans mon sac, et j'avais réservé un aller simple pour la Bretagne. Pas d'adieu, pas d'explication. Quand j'ai fermé la porte de l'appartement, le silence m'a semblé différent, vivant, chargé de liberté. 12 heures plus tard, Victor et Mélanie se tiendraient sur ce même palier pour réclamer de l'argent, et tout ce qu'ils trouveraient serait cette boîte, mon dernier cadeau emballé de vérité. À midi pile, la caméra de mon interphone a capté la première ombre, Victor Girard n'a pas frappé, il s'est annoncé comme le font les hommes qui n'entendent jamais un non. Son reflet brillait dans la poignée en laiton, la mâchoire serrée, le manteau impeccable. Avec cette même arrogance qu'il avait portée toute ma vie. Derrière lui, Mélanie piétinait nerveusement, les yeux rouges et le visage poudré pour masquer le désastre. Ouvre, Léa, a crié sa voix à travers l'interphone, nous avions un accord. Il a frappé contre la porte et la caméra a enregistré chaque écho. Contre le silence que j'avais laissé derrière moi. Puis il l'a vu, la boîte en carton posé sur le marbre du vestibule, visible à travers la vitre, avec mon écriture nette sur le dessus, Victor Girard. Mélanie s'est penchée en demandant ce que c'était, et il a grommelé que c'était probablement un mot. Qu'elle faisait sa dramatique. Il a essayé la poignée, verrouillée bien sûr. Puis, par pur besoin de soumission, il a sorti un petit outil métallique, car mon père avait toujours cru que chaque porte finirait par s'ouvrir devant lui. Quand il est entré, la caméra a clignoté en rouge. Il a posé son propre dossier sur le comptoir et a déchiré l'adhésif. Les papiers se sont déversés comme une confession, virement, chèque signé, copie de chaque paiement effectué pour eux, les actes de la maison de Mélanie et de l'entreprise ratée de Damien, le tout enregistré sous ma société. Et une trace de mai entre lui et un courtier. Approuvant une signature contrefaite, la mienne. C'est quoi ce bordel? A-t-il mutonné en tournant les pages frénétiquement pendant que Mélanie demandait si je les attaquais en justice. Il l'a ignoré, ses doigts tremblaient, cet homme qui avait bâti des empires sur l'intimidation tenait enfin la preuve de son propre effondrement. Il a fini par trouver la clé USB. Argentée marquée d'un seul mot, écoute. Il l'a branchée sur l'enceinte Bluetooth de ma cuisine et ma voix a rempli la pièce, basse et assurée, tu m'as appris que la famille passe en premier, mais tu m'as aussi appris à mentir, à contrôler et à apprendre. Ce qui est dans cette boîte n'est pas une vengeance. Papa, c'est la vérité. Tu appelais ça la famille, moi j'appelle ça une dette. Maintenant, nous sommes quittes. Un silence, puis le bruit lointain des vagues. Que j'enregistrais à ce moment précis depuis la côte bretonne. Mélanie a couvert sa bouche en réalisant que j'avais tout prévu. Il n'a pas répondu, ses yeux étaient fixés sur la dernière photo posée sur les documents, nous trois à ma remise de diplôme, son bras autour de Mélanie, sa main sur son épaule à elle. Tandis que je me tenais au bord du cadre. Coupé par quelqu'un qui pensait que la symétrie comptait plus que les filles. Il a pris la note en dessous, mon écriture encore, si jamais tu m'as aimé pour ce que je suis et non pour ce que je peux réparer, tu arrêteras de frapper à ma porte et tu commenceras par regarder dans un miroir. Sa bouche s'est entr'ouverte mais aucun son n'est sorti,
Il s'est effondré sur l'un de mes tabourets de bar, le cuir grinçant sous le poids de tout ce qu'il avait construit. Mélanie a chuchoté, « Papa. Qu'est-ce qu'on fait ?» Et il a répondu dans un souffle, « On l'a perdu. » Pour une fois, il n'y avait ni ordre, ni instruction, juste la défaite. À l'autre bout du pays, j'étais assise sur le perron d'une petite maison de granit. Surplombant l'Atlantique, mon ordinateur vibrait des notifications de Claire. Chaque message était chirurgical, fonds sécurisé, procuration révoquée. Audit des holdings Girard approuvé. J'ai regardé la marée monter contre les rochers en l'imaginant fixer cette boîte, imaginant les yeux de Mélanie. S'ouvrant sur la réalité, la hiérarchie familiale s'était inversée et je ne tenais plus le filet de sécurité. Le soir même, l'onde de choc a atteint la surface, le conseil d'administration de Girard Holdings a convoqué une réunion d'urgence et la banque a exigé la vérification de plusieurs comptes non autorisés. À la tombée de la nuit, chaque euro que mon père avait caché sous mon nom était gelé. Le lendemain, mon nouveau téléphone a vibré avec des messages de Claire, Victor Girard avait démissionné, le conseil l'avait remplacé, Mélanie appelait en pleurs parce que Damien avait disparu. Voulez-vous que je réponde, demandait Claire, j'ai tapé, non, laisse-la. Apprendre le silence qu'elle ne m'a jamais accordé. Les jours sont devenus calmes, je marchais chaque matin en respirant un air qui ne sentait pas le béton. Et le contrôle. L'après-midi, je lisais près de la fenêtre avec la lumière de l'océan sur les pages, et parfois, j'imaginais l'expression de son visage quand le dernier masque s'était fissuré. Une nuit, mon ordinateur a signalé une nouvelle vidéo de mon interphone, ma voisine de palier me l'avait transférée. Avec un mot gentil. Je l'ai ouverte, Mélanie était sur mon perron à Paris, son mascara coulait sur ses joues, son manteau de créateur glissait de son épaule. Elle tenait la boîte en carton à deux mains en tremblant. Léa, hurlait-elle, on est une famille, tu ne peux pas juste disparaître. Sa voix s'est brisée, elle est tombée à genoux, pleurant non pas pour moi, mais pour la vie qui avait enfin cessé de la protéger. J'ai regardé jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'image se fiche sur son visage en pleurs, puis j'ai fermé l'ordinateur. C'était la partie la plus difficile, apprendre que partir ne signifie pas qu'on cesse d'aimer, mais qu'on cesse de sauver. Une semaine plus tard, mon père a appelé d'un numéro inconnu, mais son silence au bout du fil était reconnaissable. Entre mille. Léa, a-t-il fini par dire d'une voix dépourvue de son acier habituel, nous devons parler. Je n'ai pas répondu tout de suite, le vent hurlait dehors comme si la ville m'avait suivi. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que j'ai enfin compris ce que tu as fait, a-t-il expiré avec difficulté. Tu m'as humilié, mais tu avais raison. Mélanie est furieuse, Damien est parti. Et l'entreprise est un désastre, mais pour la première fois, je vois les choses clairement. Ce n'était pas toi le problème, c'était moi. J'ai pressé mes doigts contre mes tempes en fermant les yeux. Papa, il a continué avec ce calme nouveau, j'ai vu ta mère en toi cette nuit-là, elle avait cette même force, elle aurait été fière que tu fasses ce que je n'ai jamais pu faire. Partir. Pour la première fois de ma vie, j'entendais un regret sincère, pas une culpabilité utilisée comme levier, mais un regret brut. Qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé. Je ne sais pas, a-t-il avoué. Peut-être qu'on peut commencer par être honnête. Il a eu un rire faible. Peut-être qu'un jour je viendrai te voir, sans dossier, sans exigence. Apporte du café alors, ai-je dit doucement, pas des dettes. Son rire s'est approfondi, triste mais humain, marché conclu. Quand l'appel s'est terminé. Je suis resté là, le téléphone encore chaud dans ma main, avec le murmure de l'océan derrière la vitre. Pendant des années, j'avais cru que le pouvoir venait du contrôle, mais il s'avère qu'il vient du lâcher-prise. À cet instant, à l'autre bout du pays, je savais qu'il regardait l'espace vide où se trouvait ma boîte et qu'il comprenait enfin que ce n'était pas de la vengeance que j'avais laissé derrière moi, c'était la vérité. 3 mois plus tard, j'avais presque
Oubliez ce qu'était la tension permanente, la Bretagne avait un rythme qui imposait la lenteur, le cri des goélands sur le port, l'odeur du sel et du café. J'avais loué une petite maison près de l'eau et j'animais un atelier hebdomadaire à la maison des associations intitulé « Limites financières pour les femmes ». Les 10 places étaient toujours occupées par des femmes apportant les mêmes histoires avec des voix différentes, la mère qui renflouait sans cesse son fils adulte, la sœur qui ne savait pas dire non, l'épouse dont le mari utilisait la carte de crédit juste pour cette fois. Chaque fois que je parlais, j'entendais des échos de mon passé, mais pour la première fois, cela ne faisait plus mal, cela m'éclairait. Un soir après les cours, mon téléphone a vibré, un numéro inconnu, et l'instinct m'a soufflé son nom. Léa? La voix de Mélanie était calme, presque timide. J'ai entendu dire que tu donnais des cours. Papa va mieux, il a rejoint un groupe de parole et il écrit des lettres. Maintenant. J'ai souri faiblement en disant que ça semblait nouveau. J'ai trouvé un travail dans un magasin de meubles, a-t-elle continué, un vrai travail, sans commission, sans excuse, c'est calme. Le calme, c'est bien. Ai-je répondu, ça veut dire que tu as arrêté de fuir. Elle a hésité puis a murmuré, merci de ne pas m'avoir sauvé. Quand l'appel a pris fin, je me suis assise sur le perron alors que la marée montait, argentée sous la lune. Le passé semblait loin désormais, il ne planait plus sur moi. À l'intérieur de la maison, la bouilloire a sifflé, je me suis levé et j'ai chuchoté aux vagues. C'est assez. Quelques semaines plus tard, j'ai trouvé une carte postale dans ma boîte aux lettres, une photo d'un quai de pêche avec une écriture inégale. Mais familière, tu avais raison, je t'ai tout appris sur les affaires et rien. Sur l'amour, j'apprends maintenant. Fier de toi, papa. Je l'ai épinglé. Au-dessus de mon bureau, à côté d'un mot d'une de mes élèves qui disait « Vous m'avez aidé à dire non pour la première fois ». Cette nuit-là, j'ai marché sur la plage sans téléphone, sans bruit, juste le rythme doux des vagues et ce genre de liberté qui n'a besoin d'aucune permission.